Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver avec Renaud Degas. Bonjour Renaud Bonjour Pascal. et l'équipe des contrepoints de la santé ce jeudi 12 février 2026 pour une émission qui a pour titre « Quelle médecine pour quel médecin ?» Et nous avons beaucoup de plaisir, je me tourne vers eux, de recevoir le professeur Francis Michaud. Vous êtes le nouveau président de l'Académie de médecine et le professeur Jean-François Delfrécy qui est le président du Comité national consultatif d'éthique. J'aurais dû le dire dans l'ordre, le Comité consultatif national d'éthique. Vous avez reconnu, évidemment, Jean-François Delfrécy. Vous êtes un professeur d'immunologie à Bicêtre. Vous êtes un spécialiste de maladies infectieuses et évidemment, personne n'a oublié que vous avez présidé le comité scientifique du Covid-19. Francis Michaud, vous avez été chirurgien au CHU de Rouen et vous êtes le président de l'Académie de médecine depuis le début janvier 2026. C'est donc tout à fait, c'est cela, 2026. Donc c'est tout à fait un grand plaisir et un grand intérêt que nous avons de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons ensemble poser des questions fondamentales. Vous qui êtes deux médecins d'expérience, on pourrait dire deux consciences, si vous me le permettez, deux consciences de la médecine. Une médecine qui change, et qui évolue, qui progresse, mais ni sans difficulté, ni sans heurts, ni sans interrogation, nous nous poserons cette question, est-ce que la médecine est est-ce qu'elle est et est-ce qu'elle sera elle sera au rendez-vous de la société? Les enjeux sont nombreux, sont divers, d'abord de qualité, mais également de qualité des prestations, de formation, de technologie, de pratiques médicales, de qualité également de la vie des professionnels des médecins, d'organisation, et de manière assez récente finalement, sera-t-elle au rendez-vous de la communication, voire on assiste à une remise en cause de la science elle-même, et on aura donc l'occasion d'interroger nos invités sur un sujet vraiment qui nous interroge beaucoup. Vous serez en dialogue dans la deuxième partie de notre émission avec deux jeunes médecins, Atika Bokhari, que je salue, qui est avec nous, qui est interne de médecine générale et présidente du syndicat ISNAR-IMG, et Gaëtan Casanova, qui est un médecin de la douleur, expert médical à la CNAM, et qui est l'ancien président de l'ISNI, c'est-à-dire le syndicat des internes. Nous retrouverons évidemment Adrien Broche, notre partenaire de Via Voice, pour le sondage exclusif Via Voice, les contrepoints de la santé. 60 minutes de débat ensemble ce jeudi 12 février 2026 en matinée, enregistré à la Villa M. Merci de leur fidélité à nos partenaires, Camurus, Pasteur Mutualité, Point Vision, CARE, Via Voice, la veille des acteurs de la santé, Hortus et l'UCEDAM. Je salue également nos confrères journalistes, tous nos confrères journalistes, et en particulier ceux du Quotidien du médecin, qui a une nouvelle édition du Quotidien du médecin, un nouveau format, une nouvelle formule du Quotidien du médecin, très bien faite, bravo, et surtout qu'il y a un très bel article sur vous, avec vous, Jean-François Delfrécy, notamment sur ce que nous évoquerons ici, c'est-à-dire la bioéthique et l'éthique médicale. Première question, Renaud. Merci Pascal. Bonjour messieurs. Vous êtes tous les deux à la tête d'institutions qui ont été créées pour accompagner l'innovation, le progrès médical, chacun à deux époques différentes, puisque c'était au 19e siècle pour l'Académie de médecine, et c'était en 1983, après le premier bébé né suite à une fécondation in vitro. Donc vous êtes au cœur du progrès médical et de l'innovation. Aujourd'hui, cette innovation, on voit bien que sur plein de paramètres, elle bouge beaucoup et de plus en plus vite. Des institutions comme la vôtre et votre regard à vous, comment vous arrivez à accompagner tout en gardant un petit peu les principes de base fondamentaux chevillés au corps, tout en absorbant l'innovation, en la malaxant, je dirais, et puis en l'intégrant surtout ensuite aux pratiques de tous les professionnels de santé. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, en 2026, quels sont les fondamentaux d'un médecin formé en 2026 et quel type d'innovation doit-il intégrer? Et puis nous rentrerons dans les détails après, oui, on se met en jambes. Première vision un peu générale. Francis Michaud. Oui, c'est plutôt... merci beaucoup et merci Pascal de nous recevoir et de votre invitation. Je commence juste par vous contredire, je suis désolé, c'était pas mon idée, mais l'Académie nationale de médecine n'a pas la mission que vous décrivez. Sa mission, c'est de conseiller le gouvernement. Donc, c'est une mission de conseil, d'éclairage du gouvernement et de toutes les agences étatiques sur la santé pour
promouvoir et dire tout ce qui concerne la santé, l'art de guérir, la recherche, la formation. Donc, on s'inscrit officiellement dans une mission de conseil gouvernemental. C'est assez différent quand même. Nous ne sommes pas une société savante, nous ne sommes pas une société de recherche ou un groupement qui cherche à promouvoir la recherche. Donc, ce n'est pas du tout notre mission princeps et à laquelle nous souhaitons rester fidèles depuis 200 ans, c'est vrai, mais l'Académie est une vieille dame qui est sans cesse plus jeune d'ailleurs avec le temps qui passe. La deuxième chose, c'est que concernant la recherche, parce que c'est la recherche là que vous posez d'emblée un problème majeur à mon avis pour notre pays, parce que, alors je vais vous dire franchement, ce que nous pensons, c'est que la recherche est délaissée en France. Quand on regarde l'évolution de son budget, c'est moins 30% en euros constants dans les 10 dernières années. C'est juste considérable. Alors que les autres pays, on ne va pas parler des plus performants outre-Atlantique, parce qu'ils ont d'autres problèmes actuellement en matière de santé, mais néanmoins, il force de constater que nous n'accompagnons pas bien la recherche, que nous ne la valorisons pas bien, qu'elle se comporte trop souvent comme une variable d'ajustement sur les difficultés budgétaires, et actuellement, nous sommes, chacun le sait, plein dedans. Et donc, je crois que déjà, ça, c'est un énorme problème. Pourquoi je dis cela? Parce que je crois que si on s'interroge sur votre deuxième question, qui est quelle médecine ou quel médecin pour demain, eh bien, ce seront directement la conséquence de la recherche. La recherche favorise le soin, organise le soin et est le principal marqueur prédictif de la qualité des soins à venir. Et ça, je crois qu'on ne l'a pas compris. Nous sommes un pays qui ne le comprend pas et qui reste arc-bouté sur la balance budget-crédit pour l'ajuster. Non, je pense qu'il faudra faire l'inverse. L'impact de délaissement de la recherche, on le sentira vraiment fortement à quelle échéance? Mais ça va mettre plusieurs années sans aucun doute. Mais incontestablement, la qualité des soins, qui est mal perçu, la qualité des soins, est fonction de la qualité de la recherche qui a été faite 5 ou 10 ans après, à la fois fondamentale, translationnelle et clinique, et que si on prend du retard, ce que nous sommes en train de prendre, parce qu'on dégringole dans les classements mondiaux sur ce sujet, et si on prend du retard, donc on va le retrouver dans 5 à 10 ans. On a bien envie, évidemment, de parler de ça avec vous deux, et en particulier avec vous. Ce décrochage, vous le situez quand? Oh, ça fait déjà une dizaine d'années, ça. Ça fait une dizaine d'années qu'on est sur cette pente-là et qu'on a beaucoup travaillé à l'Académie là-dessus. On a écrit plusieurs rapports, on a eu des contacts assez réguliers avec le ministère à ce sujet. Mais bon, pour l'instant... Quel ministère? Les deux? C'est-à-dire les deux ministères concernés, mais surtout dans le cas présent pour la recherche, c'est le MESR, c'est l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi la santé, bien sûr. Mais je pense qu'il faut que nous prenions collectivement conscience de l'importance de la recherche en France. Il n'est pas normal que Emmanuel Charpentier, prix Nobel de chimie en 2020, eh bien, ait fait ses travaux sur le CRISPR-Cas9 à la Charité à Berlin et non pas en France, parce qu'elle est française et qu'elle a commencé ici. Et bon, et voilà, il y a d'autres exemples. Il y a Philippe Aghion en économie qui a aussi fait un long passage. Enfin, on est dans une... on ne sait pas garder... On a des idées, on a d'excellents chercheurs, parce qu'on est quand même, je crois, une médecine de très haut niveau, mais en revanche, on ne leur donne pas les moyens de travailler. Et comme il y a une part de risque dans la recherche, il faut accepter le risque. Et le risque, il est aussi financier. Il faut accepter qu'on peut perdre de l'argent sur la recherche, mais que ce qui compte, c'est qu'à la fin, on en gagne. Oui. Donc, une base et une constante, c'est continuer à investir massivement dans la recherche si on veut une médecine de qualité demain. C'est même pas continuer, c'est réinvestir. Réinvestir. C'est réinvestir dans la recherche pour casser cette spirale négative. Et vous avez on va approfondir évidemment cette question. Vous avez l'impression que vous êtes entendu, écouté, mais pas entendu? Nous sommes écoutés, mais pas vraiment entendus. Poliment, ils sont écoutés. Je partage évidemment la même analyse. Je pense que nos politiques français ne connaissent pas, ne voient pas ce qu'est la recherche fondamentale ou la recherche translationnelle. Ils vivent avec l'idée qu'on va se sortir de là avec de l'innovation, et en particulier en s'appuyant sur un financement des grandes compagnies privées, ce qui est une erreur majeure. Donc, je n'ai rien à dire de plus. C'est vraiment un point fondamental. Et ils ne sont pas formés à la recherche. C'est une mesure d'ajustement dans le budget. Il n'y a pas de vraie politique stratégique depuis X années. Et on va dans le mur en biologie santé, on va dans le mur dans d'autres... enfin, on n'est pas les seuls à le dire. C'est un pays qui n'investit pas dans sa recherche est un pays qui meurt doucement. La crise du Covid, que vous avez bien suivi,
Jean-François Delfrécy, a-t-elle été un moment où effectivement on a quand même pris conscience que la médecine française n'était peut-être pas la recherche française n'était peut-être pas au rendez-vous espéré? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y avait surtout, dans le monde entier, on avait au début une absence de connaissances. Mais sur ce problème de la relation entre le politique et la recherche, on a cru, vous savez qu'Alain Fischer s'occupait du programme vaccin, et on a cru avoir convaincu vraiment les plus hautes autorités de l'État qu'il fallait faire à la suite ou pendant la période de 2021, fin 2021, début 2022, un effort considérable sur la recherche. Et ça s'est joué à pas grand-chose, à vrai dire. Et parce qu'on avait la possibilité d'avoir des relations directes avec le plus haut niveau de l'État, et on pensait l'avoir convaincu. Et puis en fait, sont arrivées, bon, c'est vrai, des choses très lourdes aussi, avec la guerre en Ukraine, la crise économique par ailleurs, et ce qu'on voit. Mais c'est un point de fond, c'est-à-dire que nos politiques français, quels que soient d'ailleurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, hein, n'ont pas réellement compris ce qu'était l'investissement dans la recherche. Moi, j'ai toujours tendance à me dire dans ces histoires-là, quand on interroge des hommes et des femmes comme vous, qui toujours dégageaient en fait des responsabilités. Je ne dis pas que vous le faites, mais enfin, en réalité, c'est toujours la faute des politiques. Et quel est le titre de notre émission, c'est Quelle médecine pour quel médecin? Quelle est la responsabilité finalement des médecins? Parce que si les politiques ne comprennent pas, c'est peut-être que malgré tout, c'est mal expliqué, que les médecins eux-mêmes ne sont pas engagés. Alors sur cette question de la recherche, ne sont pas suffisamment tournés vers la recherche. Enfin, peut-être balayés devant notre porte. Non, mais vous avez raison. Je pense que la recherche, il y a différents aspects de recherche. Il y a la recherche fondamentale qui doit être investie sans a priori, laisser une très grande liberté, sans conséquences immédiates. Et on voit 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard l'importance majeure de ce que ça a représenté. Il y a la recherche translationnelle qui est autour des nouvelles molécules, qui est des grands essais thérapeutiques, et où là, c'est l'interface qui se fait, où bien sûr l'innovation qui sort de la Big Pharma est un élément essentiel. Et ce qui manque probablement, ce qui a manqué dans la construction même de la recherche, c'est aussi que les grands instituts de recherche français, je me tire une balle dans le pied parce que j'en ai fait partie il y a une période, ne se sont pas suffisamment occupés, à quelques grandes exceptions, je dirais, de sujets de recherche sociétaux, qui intéressaient la société. Quand on regarde, finalement, quand on a regardé sur des débats aussi lourds que la fin de vie, qu'est-ce qu'on avait comme données? On avait très peu de données, très peu d'équipes qui travaillaient dessus. Sur les sujets qui sont majeurs pour la santé de demain, qui sont la baisse de la natalité, le vieillissement des populations, si on regarde ce qu'on a comme data et comme nombre d'équipes de recherche qui travaillent sur le sujet, il y a très peu de choses. Donc il y a aussi, je dirais, sans rentrer sur une recherche ciblée sur telle ou telle question, mais il faut aussi que certains grands instituts de recherche fassent l'effort de s'interroger sur les grands sujets qui animent la société. Je voulais prolonger la question de Pascal avec un sujet qui est frappant. Pascal, tu parlais de communication. L'espace de communication sur l'avancée, on va dire, de la médecine au sens large, du système de santé, en ce moment, on a l'impression qu'elle est happée par le numérique en santé, les startups, et on a l'impression que ça a pris la place de l'innovation et le progrès de la médecine demain. Il est là, il est sur la santé numérique, il est chez les startups où il y a un certain nombre de médecins qui sont impliqués, et c'est très bien, mais ça masque un petit peu justement les sujets de fond que vous décrivez. La question, est-ce que sur ces sujets-là, qui sont de l'innovation, des institutions comme vous n'ont pas intérêt à faire des ponts avec ce domaine-là? Est-ce que vous y êtes déjà? Comment vous regardez ce phénomène-là qui aspire beaucoup d'énergie et beaucoup de financement d'ailleurs? Francis Michaud. Oui, mais l'innovation, par les outils que vous évoquez, comme l'intelligence artificielle, ce sont des outils qui nous envahissent déjà, c'est clair, qui vont transformer la médecine et son exercice, donc c'est une vraie révolution.
mais ça demeure des outils. La vraie innovation, elle se fait dans les laboratoires de recherche. Et il ne faut pas se tromper de débat, j'allais dire. Il faut utiliser les outils pour ce qu'ils nous apportent, mais il faut les mettre aussi les mettre au service, non seulement de l'exercice du médecin et médical, mais aussi au service de ceux qui vont les utiliser en priorité, parce que ce sont eux qui vont construire et qui font l'innovation. Et donc on oublie la recherche parce qu'elle n'est pas médiatisée, qu'il y a Musk, etc. Vous avez d'ailleurs vu que Musk a dit qu'en 2030, on n'aurait plus assez d'énergie pour nourrir l'IA. Donc déjà, bon, enfin on verra, ça c'est du Musk. Mais pour recentrer notre débat, c'est dans les laboratoires. Et donc c'est la raison pour laquelle il nous paraît essentiel de bien comprendre que l'innovation, le futur de la médecine, c'est pas dans les outils numériques, c'est dans les laboratoires qu'elle va s'écrire. Et donc c'est ça que nous devons privilégier, et ça, nous ne le privilégions malheureusement pas, et nous n'arrivons pas à faire en sorte qu'elle le soit. Pour l'instant encore, dans quelques idées générales, on rentre dans les détails si vous le voulez bien. Concernant l'organisation de notre système de santé, quelle est peut-être vision ou analyse que vous faites de l'évolution de nos politiques de santé et surtout, dans une certaine mesure, la place du médecin dans cette organisation du système de santé aujourd'hui, alors non pas concurrencé, mais malgré tout, qui doit travailler avec, d'un côté, les hommes et femmes politiques, mais aussi les citoyens les patients qui veulent avoir d'autres, qui veulent évidemment participer au débat sur le système de santé, et puis les autres soignants. Francis Michaud et Jean-François Delfraissy. Là, vous posez, Pascal, une question fondamentale qu'on évoquait d'ailleurs tout à l'heure, sur le système de santé. J'ai bien fait de venir. Oui, elle est fondamentale, mais je sais qu'on a 3 minutes ou 4. Mais non, je vous en prie. Donc, pour résumer ce qu'on pourrait évidemment parler pendant des heures, je crois qu'il faut renverser la table. Enfin, nous pensons que le système de santé français est basé sur le soin. Nous sommes un système de soins. C'est-à-dire qu'on attend d'être malade pour être pris en charge, et puis après on fait l'addition et ça coûte très cher parce qu'effectivement on arrive trop tard. Et donc là, on sait très bien que c'est impossible de tenir cette ligne sur la durée parce que les budgets ne le permettent déjà plus, mais le permettront encore moins dans quelques années, compte tenu de l'évolution du coût de la médecine et des nouvelles thérapeutiques. Donc, nous sommes, alors, c'est un système de soins. 2, on ne sait pas en France ce qu'est la prévention. C'est quoi? Quelques pourcents, 3 à 4, je pense, dans ma mémoire, du budget de la santé globale. Et donc, c'est très largement insuffisant. Nous sommes en retard, mais colossalement en retard par rapport aux autres pays qui nous entourent, qui ont bien compris que la prévention est essentielle. Et donc, je pense qu'il va falloir accepter cette idée de transformer notre système de santé, qui est de transformer d'un système de soins, d'un système de santé basé sur la prévention, et non plus attendre que les gens deviennent malades pour les prendre en charge. La prévention, on le sait, ça augmente la durée de vie, ça génère des économies, et c'est beaucoup plus pertinent. Ces points-là, et peut-être professeur Delfraissy, ces points-là, on l'entend régulièrement, de renverser la table et aller sur la prévention. Moi, il y a un point et je pense qu'on le partage, qui nous interroge, c'est qu'on a l'impression que dans l'évolution actuelle, il y a un certain nombre de soignants qui réévaluent leur mission, qui arrivent à bouger de ça, et on a l'impression que les médecins sont un peu perdus sur leur rôle aujourd'hui et demain, justement sur tous ces sujets-là, et on ne voit pas la proposition vraiment du médecin, du cœur, qui a été au cœur du système pendant des années, et on le sent un petit peu dans le flou sur son avenir, sur son rôle, justement dans ces transformations-là. Pour vous, quelle place doit-il vraiment prendre dans cette transformation? Pour aller justement vers ce que vous dites, professeur Michaud, mais voilà, il y a une espèce de flou, là, on attend un petit peu de savoir dans quelle direction ils vont. Jean-François Delfraissy. Non, moi, alors, je vais être un peu cash. Je dirais qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion sur une vision d'une nouvelle construction de notre vision autour de la santé en France depuis quelques années. On a une valse des ministres de la Santé et sans véritable vision. Derrière ça, j'appuie totalement ce qui a été dit sur la prévention. Enfin, redisons que dans la bonne santé, dans la définition de l'OMS, le soin, le care, l'innovation dont on parle beaucoup et dont on est issu, et qui va très très vite en ce moment, ne représente que 20% de la bonne santé. 80%, et il faut le redire et le redire, sont les déterminants de la santé. Les déterminants de la santé, c'est à la fois des déterminants sociétaux, économiques, culturels, mais aussi alimentaires, mais aussi climatiques. Et donc, dans ces progrès fantastiques sur, par exemple, l'augmentation de la durée de vie
dans les démocraties européennes et en particulier en France, on a tous tendance à dire c'est lié à l'innovation et au progrès de la médecine. Oui, un peu, mais c'est beaucoup lié à d'autres choses. Et donc, l'autre chose, évidemment, les déterminants de la santé, c'est là où on peut être actif en termes de prévention. Sur les 365 milliards du PLFSS qu'on a été obligé de séparer du budget de la nation tellement il grossissait et qui ne va plus pouvoir grossir, on consacre en effet, tu l'as dit, quelques pourcents, 5% probablement, aux enjeux de prévention. La prévention est un enjeu majeur pour les années qui viennent. Et le politique, alors, a du mal à le comprendre, parce que c'est évidemment une vision de long terme, et il est dans une vision de court-moyen terme. Les médecins eux-mêmes ont probablement du mal à le comprendre. Parce que si on regarde, par exemple, sur ce qui se fait dans les facs de médecine, le sujet de la prévention n'est pas assez au rendez-vous. Il n'est pas assez suffisamment enseigné à nos jeunes étudiants, y compris parce que les profs de telle ou telle spécialité poussent pour avoir... Et c'est normal, je l'ai fait à l'époque aussi, complètement. Et enfin, le citoyen lui-même, nous-mêmes, nos citoyens, on a du mal à accepter aussi ces messages de prévention qui est complexe, qui est pas facile à passer au nom et je reviendrai sur certains principes éthiques, de l'autonomie et de la liberté. J'ai la liberté de faire ce que je veux faire. Hein. Et on est dans un système de solidarité en France qui fait que vous pouvez avoir fumé toute votre vie, on va vous prendre en charge pour un cancer du poumon. Et c'est bien d'ailleurs, il faut qu'on reste comme ça. Mais fondamentalement, surtout, c'est la prévention qui joue. Oui. Et là, on a un enjeu majeur qu'il ne faut pas rater et qu'on est peut-être en train de rater sous nos yeux. C'est tout le problème autour des aliments transformés, hein, qui est un sujet majeur en ce moment et sur lequel on voit bien le flottement qu'il peut y avoir. J'ai tendance à vous dire, on est quand même, et les médecins aussi, sensibles au lobby, hein, et notamment de l'alimentation, enfin peut-être un peu moins du tabac, mais enfin de l'alcool. Mais d'une manière générale, évidemment, et là j'essaye de prendre nos propres responsabilités, nous-mêmes comme journalistes, c'est-à-dire c'est beaucoup plus excitant de parler de technologie médicale, alors aujourd'hui d'intelligence artificielle qui va évidemment influencer le diagnostic, peut-être de robotisation, monsieur le chirurgien, comme nous l'avons fait, l'infectiologue comme vous l'êtes vous-même, ou immunologiste, évidemment, c'est les médicaments, les cancérologues nous parlent, évidemment, et là aussi c'est très attirant, enfin, de comprendre tout ça, de médecine personnalisée. Bon, la prévention, c'est un peu emmerdant, non ? Oui, mais si vous le dites, il ne faut pas le dire. Parce que vous allez pas susciter l'enthousiasme avec ce discours. Donc, pour en revenir, je suis bien... Je pose les questions, monsieur le Président. D'accord avec Jean-François là-dessus. Quand on regarde pourquoi on est en bonne santé, pourquoi on est malade, comme tu l'as dit, le quart, c'est moins de 20%. Je crois qu'on est à 17% en ce moment. Donc, c'est vraiment... On tape sur la mauvaise cible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner les gens, évidemment, mais on ne tape pas en termes de grande réflexion sur la bonne cible. Et donc, on est investi à l'Académie sur ces sujets. On a fait un gros rapport sur la prévention pour dire qu'il fallait commencer dès la maternelle, puis la poursuivre au primaire, et puis dans les collèges et dans les lycées, il ne fallait pas attendre d'avoir 40 ans pour cela. Donc, c'est tout un travail d'éducation civique ou citoyenne à la santé, pour laquelle nous discutons actuellement avec le ministère de l'Éducation nationale, mais changer, vous savez aussi bien que moi, changer des programmes scolaires, changer les maquettes, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que, je vous coupe, vous leur conseillez de relancer la médecine scolaire ? Non, pas du tout, au contraire. Ah bon ? Bien entendu pas. Mais là, on n'est pas dans le même sujet, là. Ça, c'est typiquement... c'est pas du tout... On est sur l'éducation à la santé. Je finis sur ce sujet qui est trop important. Et donc, notre souhait, ce que nous défendons actuellement, et ce pourquoi nous nous battons, c'est d'introduire une prévention dès la maternelle, de mettre dans la boucle, évidemment, les professeurs de biologie, parce que ce seront les vecteurs et les porteurs de tous ces messages, et parce que nous pensons que ça commence dès le plus jeune âge, et qu'il faut donner à ces enfants, adolescents qui deviendront adultes, cette culture de la nécessaire prévention. Et la deuxième chose sur laquelle nous luttons aussi, c'est la formation des étudiants en médecine, où il faut injecter davantage de formation à la prévention, parce qu'elle est encore insuffisante aujourd'hui. Ce sont toutes ces étapes qu'il nous faut apprendre. Et puis alors, dernière étape, parce que si on balaie la vie comme ça, on va arriver sur la vie des aînés, puisque c'est le terme actuellement consacré, où nous avons également tout un débat sur la longévité des seniors en bonne santé, parce que là aussi, la prévention est extrêmement bénéfique sur leur durée de vie,
leur autonomie, donc leur maintien à domicile, et donc ça est générateur évidemment de grandes économies sur la santé. Justement, vous avez, comme vous l'avez bien précisé, vous avez une mission de conseil du gouvernement et des administrations. Est-ce que les portes d'entrée sont les bonnes? Est-ce que sur ces sujets-là, qui sont, vous venez de le dire, très transversaux, ça doit être, on va dire, on va rentrer un petit peu dans la mécanique institutionnelle, est-ce que c'est pas de l'interministériel? Est-ce que ça doit être dépassé? Parce que là, votre porte d'entrée, c'est l'éducation, en articulation avec la santé, avec comment vous arrivez à évangéliser un petit peu à la fois les politiques, certes, mais aussi l'administration. J'imagine que c'est un enjeu pour vous que tout le monde soit convaincu de votre positionnement et de vos conseils. Vous savez, notre objectif, c'est la santé des Français. Hein. C'est pas la politique de l'Académie. Celle-ci n'est qu'au service de la santé des Français et les moyens qu'elle pense être les meilleurs pour y parvenir. Et donc l'idée, c'est d'arriver à convaincre tous les intervenants et décideurs de quelque niveau qu'ils soient, mais évidemment en premier lieu politique, puisqu'en plus c'est l'émission de l'Académie, mais également de faire des débats publics pour en convaincre l'opinion publique, d'abord l'informer. Et là, on rejoint un autre sujet totalement différent, enfin pas différent parce qu'il est totalement lié, parce que je crois que tout est lié, mais peut-être que vous nous interrogerez plus tard là-dessus, c'est sur la littératie en santé. On est en France un des pays où la littératie en santé est la plus faible. Moins de 40% des Français sont capables de s'informer, d'accéder, de lire et de comprendre une information en santé. Donc là, c'est aussi une pierre dans notre jardin, nous médecins, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit très clair, très attentif à cela et que les Français soient capables de les comprendre. Parce que je déborde un peu, mais c'est lié, hein, ça fait partie, donc c'est aussi une cible, ça. Donc c'est être capable d'informer et de convaincre les Français de l'importance de la prévention. Le chirurgien que vous étiez, avant d'être président de l'Académie de médecine, avait les mêmes analyses, Francis Michaud? On est chirurgien toute sa vie quand même. Mais le chirurgien que je subis ou que j'ai été, c'est vrai quand même. Non, parce que le chirurgien, il est dans son bloc opératoire. Il est quand même assez centré sur la chirurgie. Il ne prend pas le temps, parce qu'il n'en éprouve ni l'intérêt d'ailleurs, à élargir sa réflexion. Mais c'est aussi une des grandes forces de notre Académie nationale de médecine, justement de se... Pourquoi je vous coupe? Oui. Pourquoi il n'a pas intérêt Non, a priori, le médecin était un homme, à l'époque, un homme cultivé, il ne l'est plus? C'est pas qui... Oui, parce que vous faites allusion à la médecine humaniste des grands siècles et de nos grands aînés, mais le progrès médical a forcément, cette explosion des connaissances a forcément induit une espèce de parcellisation de la culture qui fait qu'un esprit ne peut pas engranger la totalité de la connaissance technique et humaine. Et donc, la médecine, par nécessité, c'est hyper spécialisé en petites niches de grandes spécialités. C'est ce qui fait le propre des CHU, qui sont nos centres de recours nationaux, mais on en parlera peut-être ça après. Et donc, cette pulvérisation culturelle fait qu'on réduit de plus en plus son champ d'expérience. Je vous pousse. Pour autant, vous prenez l'un et l'autre, et ma question maintenant va être aussi pour Jean-François Delfraissy, vous prenez une médecine de l'homme global, quoi, ce que l'on appelait à l'époque. Il y a une contradiction dans tout cela? Non, il n'y a pas de contradiction. Il y a probablement en effet des changements un peu de position, mais qui sont liés peut-être à mon âge, qui sont liés au fait qu'il y a une évolution aussi et qu'on voit bien les enjeux tels qu'ils se posent. Sur la prévention, pour la première fois, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais le CCNE organise les états généraux de la bioéthique. Et pour la première fois, nous mettons comme un des sujets, une des thématiques, la prévention. C'est la première fois. Dans les lois de bioéthique, il n'y avait pas un mot sur la prévention. Donc ça montre bien d'où on part. Et on voit bien comment, en fac de médecine en particulier, j'insiste là-dessus, parce que c'est là où se forge quand même. Elle se forge évidemment dès l'âge scolaire, mais ensuite, pour nos professionnels de santé, elle se forme dans la formation. C'est un enjeu majeur. On ne doit pas opposer ça à l'innovation, parce qu'il y a aussi de l'innovation en prévention. Il y a de l'innovation en prévention. Et on a besoin d'idées nouvelles, on a besoin de réfléchir. Il y a des molécules, par exemple, qui sont en train d'arriver, qui jouent un rôle en termes de prévention. Ce qui est arrivé avec les anti-GLP1, par exemple, est assez extraordinaire de ce qui est en train de se passer. Mais il y a d'autres exemples. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vision de la prévention, plus moderne, je dirais,
plus active en prévention secondaire en particulier, qui doit être mise sur la table. Mais je pense que quand vous avez à la fois l'Académie nationale de médecine, que vous avez le Comité national d'éthique qui pousse également sur ce sujet de prévention, que vous avez aussi un certain nombre d'autres grandes structures qui poussent, l'HAS par exemple, on a mis une priorité sur la prévention, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce sujet doit devenir totalement essentiel dans la politique publique de santé. Et il ne l'est pas encore suffisamment. Oui. C'est ça notre message. Et pour vous, excusez-moi, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? De votre point de vue, qu'est-ce qui bloque? Alors, moi, je pense que fondamentalement, c'est une décision politique. Parce qu'à un moment donné, il faut acter qu'on en fait une priorité. Si vous regardez le titre des ministres de la Santé depuis une dizaine d'années, vous voyez ce titre qui change, hein, qui est ministre de la Santé toujours, de la solidarité souvent, et puis de la prévention qui apparaît de temps en temps, puis qui disparaît. Bon, je pense qu'il y a, si on veut, je dirais, renverser la table, il faut probablement avoir une vision autour de la prévention qui est à la fois avec une vision politique stratégique et de se dire, voilà, on met un investissement, on décide on va passer de, mettons, des 4 ou 5% qu'on consacre à la prévention à 7-8%, ça serait déjà un pas considérable, hein, d'une part. Donc ça, c'est vraiment des choix politiques. Et puis, il faut probablement, moi, je pense que la vision des messages de prévention par le politique sera mal écoutée par les citoyens. Hein. Enfin, on voit bien le contexte actuel, et que tout ceci doit être fait plus dans les territoires, en confiant l'ensemble avec une vision générale française, mais en confiant beaucoup de messages de prévention à ce qui peut être fait sur les territoires. Après, comment, ça c'est autre chose. Mais probablement en étant moins centralisé. Je pensais, quand vous disiez cela, évidemment au sida, hein, où le rôle de l'innovation a joué un grand rôle, mais aussi finalement de traitements très innovants, mais qui apparaissent en prévention. Dites-moi, j'ai été très frappé par... peut-être pas la première fois qu'il l'a dit, mais dont le colloque que vous avez organisé très récemment à l'Académie de médecine sur médecine et territoire, je crois que c'était le titre. Franck Chauvin dit, on a beaucoup trop fait pour, on va dire, des choses comme ça pour les personnes âgées et pas assez pour les enfants. C'était une phrase importante, m'a-t-il semblé. On a trop fait pour les plus âgés et pas assez et ça m'a rappelé ce que disait Jean-François Delfrécy. D'ailleurs, dans une intervention au Sénat, vous avez fait une allusion, je crois, au moment du Covid. Enfin, Francis Michaud d'abord. Oui, effectivement. Franck Chauvin, qui est un professeur de santé publique, a effectivement dit cette phrase que j'ai bien remarqué, mais je connaissais parce qu'il le dit volontiers. Oui, c'est pas nouveau. Et je pense qu'il a raison. Quand on regarde effectivement comment se ventile le budget de la santé en France, qui est quand même parmi un des plus élevés du monde. Hein. Devant nous, il y a les États-Unis. Il doit y avoir la Suisse, puis un troisième pays. Enfin, on est dans le peloton de tête quand même. Donc, on ne peut pas dire qu'on consacre pas insuffisamment d'argent dans notre budget, dans notre PIB global à la santé. Je crois que c'est pas le sujet là. C'est la façon dont il est utilisé après. Mais en revanche, le jeune versus senior. Alors, je crois qu'il ne faut pas d'abord qu'on tombe dans l'opposition des générations. Ça me paraît une très mauvaise idée. Il faut proposer les jeunes vis-à-vis des personnes âgées et vice-versa. Mais simplement, il a fait que constater que les budgets dévolus à la santé des seniors est très important versus ce qui est consacré à la santé des jeunes, et en particulier la santé mentale, qui est un problème majeur actuellement chez les adolescents. Donc, il a fait que constater un état de fait, en fait. Et ça va assez dans l'organisation de notre système, qui est un système de soins, encore une fois, je le répète, et qui n'est pas un système de santé où la prévention deviendrait majeure, et donc là, du coup, basculerait en même temps cette lecture de seniors versus jeunes. Une question aussi autour de la prévention, et professeur Delfrécy, je crois que vous l'avez expérimenté au moment du Covid. On sent qu'un certain nombre de messages de prévention vient heurter, et le professeur Michaud l'a évoqué tout à l'heure, une idée que les messages sur la prévention en santé, c'est une atteinte à ma liberté. On voit bien qu'il y a eu une espèce de mur à ce moment-là. Les mouvements qui se développent dans notre pays et largement sont autour de ça. Comment, alors vous avez commencé à y répondre en disant peut-être passer par le territoire, comment dépasser
ce frein qui est presque sociétal en disant je fume si je veux, je fais ce que je fais ce que je veux en fait. Et puis derrière, la société assumera pour moi, je caricature un peu mais à peine, comment ces messages de prévention, est-ce qu'il y a une façon différente de l'exprimer du côté médical, des experts, médecins est-ce qu'il y a comment on peut trouver la voie de passage pour que ces messages-là soient de nouveau entendus et pris pour de l'intérêt personnel et non pas une contrainte collective? Alors, je devrais vous répondre, je ne sais pas, parce que c'est difficile. Juste avant, revenir sur finalement ce qu'on consacre à la population la plus âgée et par rapport à la population la plus jeune, qui est un sujet extrêmement difficile, mais qu'on a mis également dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Pourquoi ? Parce qu'on a une population française qui va vieillir, qui vieillit d'ailleurs plutôt en bonne santé. Moi, j'en suis un exemple frappant. Un exemple. Un exemple. Un grand exemple. Et à l'inverse, en termes de choix budgétaires, et ça a été, Francis vient de le rappeler, ça a été sans qu'il y ait de vrais choix, parce que c'est un choix impossible à faire d'un point de vue éthique. Mais néanmoins, on consacre énormément de financement sur les maladies chroniques et sur les personnes de plus de 65 ans. Et si on regarde les prévisions de l'INSEE, sur la projection de ce que peut être la durée de vie sur la population la plus jeune, eh bien, c'est très troublant. C'est-à-dire que la population la plus jeune a probablement des probabilités de durée de vie qui sont peut-être plus faibles que la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mortalité infantile qui commence à augmenter, on a les troubles mentaux, on a des trous dans la raquette sur les médecins scolaires, on manque de pédopsychiatres, on a la santé mentale, tu l'as rappelé. C'est-à-dire qu'on est, de la même façon qu'il y a un choix essentiel qu'on a dit au départ autour de la recherche en France, on a une vraie question de savoir si ce pays qui vieillit va consacrer et va continuer à consacrer de plus en plus de financement sur les personnes les plus âgées, ce qui se fait très naturellement et que éthiquement est totalement logique, mais peut-être aussi au détriment d'une population la plus jeune. C'est un enjeu très difficile. Personne n'a raison, personne n'a tort. Mais en tout cas, personne n'en parle. Et pour la première fois, en effet, Franck Chauvin l'a porté. Nous le portons également dans le débat sur les États généraux autour du sujet de jusqu'où traiter et le juste soin, enfin, qui sont des vraies grandes questions, de façon à ce qu'on réfléchisse un peu ensemble. Je n'ai pas la solution, mais qu'on réfléchisse ensemble. Je vous en prie. Juste 3 secondes pour compléter ce que vient de dire Jean-François. Et c'est parce que nous sommes très sensibilisés à cette question que l'Académie porte un gros message actuellement sur la longévité en bonne santé pour dire qu'en fait, il faut anticiper ces personnes âgées, il faut les prendre dès 50 ans. Et le message est de dire, eh bien, il faut développer une politique de prévention nationale à partir de 50 ans par des bilans simples, par des bilans qui sont pas très sophistiqués, donc qui ne coûtent pas cher, qui ne vont pas grever le budget, mais qui vont en revanche contribuer à dépister d'éventuelles pathologies chroniques, parce que c'est effectivement le grand sujet. Et donc, nous portons ce message de la prévention à partir de 50 ans pour justement prévenir c'est la mauvaise santé chez les seniors. Nous allons maintenant écouter Adrien Broche de Via Voice pour le sondage exclusif Via Voice, les contrepoints de la santé. Adrien Broche, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont la vue des Français sur ces questions? Merci Renaud, merci Pascal et merci au Contrepoint de la santé de nous permettre de nous intéresser à cette question un peu qui nous permet de déplacer la focale par rapport aux questions d'accès et de financement qui nécessairement nous interpellent souvent. Alors, le regard des Français, je pense qu'il faut d'abord rappeler qu'il y a un optimisme scientifique qui reste aujourd'hui massif en France. Le backlash anti-science n'est pas majoritairement partagé. On a aujourd'hui 87% des Français qui considèrent que la médecine il permet à la science de faire un certain nombre de progrès. C'est un socle qui est très solide, qui s'accompagne néanmoins, et c'est là que les interrogations apparaissent, de points de doute. On a 2 tiers des Français aujourd'hui, 66%,
qui estime que la médecine pose de plus en plus de questions éthiques qui sont importantes, et la même proportion, les 2 tiers des Français qui considèrent qu'elle se déshumanise dans la relation avec les patients. Ça ne veut pas dire que c'est majoritaire, mais c'est une inquiétude qui est importante. Donc les Français ne doutent pas nécessairement du progrès scientifique en tant que tel. En revanche, ils s'interrogent sur sa traduction humaine et morale, et la médecine, elle est plus aujourd'hui perçue comme évidemment puissante, mais aussi plus complexe et parfois plus froide, et on va le voir dans ce lien d'incarnation avec le patient. La décision médicale, c'est le deuxième point. On a une attente forte aujourd'hui dans la centralité du patient. Lorsqu'une décision pose une question éthique qui est importante, on a aujourd'hui la moitié des Français qui estiment que le patient doit décider en premier, c'est très significatif. Le patient arrive devant la décision qui peut être partagée, devant le point de vue du médecin seul, et évidemment devant la loi qui peut être perçue comme descendante et verticale. Donc ça ne signifie pas un rejet, encore une fois, de l'expertise médicale, mais une évolution culturelle qui est majeure. La légitimité première, elle repose sur l'autonomie du patient. C'est une demande forte qu'on voit, une tendance depuis maintenant un certain nombre d'années dans l'opinion en France. L'encadrement éthique, maintenant, il est jugé insuffisant ou insuffisamment débattu par un certain nombre de Français sur des sujets comme la fin de vie, la PMA, la génétique. Le besoin de débat, il est manifeste aujourd'hui pour les Français. 1 tiers estime que l'encadrement éthique devrait être davantage débattu dans la société française. On a 1 Français sur 4 qui juge qu'aujourd'hui, en l'état, il n'est pas suffisant, et 17% qu'il est seulement aujourd'hui adapté. Donc une demande de changement de ce point de vue-là. Ce que les Français attendent enfin d'un médecin, alors c'est d'abord de l'humain, et vous allez le voir, il y a une cohérence là-dessus qui n'est pas toujours apparente dans toutes les enquêtes d'opinion, mais ici c'est assez fort. On a un fil rouge, le classement des qualités attendues pour les médecins, il est assez éclairant. Les 3 premières qualités, la capacité d'écoute et de compréhension du patient pour 48% des Français, la capacité ensuite à expliquer clairement le diagnostic et les choix de soins, ça arrive juste derrière, donc une formation de pédagogie, 46% des Français estiment que c'est une compétence particulièrement attendue, et puis il y a 41% la maîtrise des connaissances scientifiques. Donc là aussi, le savoir scientifique, évidemment, il reste central, on n'a pas d'écart même magistraux qui nous ferait dire qu'il y a une défiance anti-science majeure dans l'opinion en France. En revanche, la compétence technique ne suffit plus et la relation humaine devient constitutive de la qualité médicale. Dernier point, l'attente très claire sur la formation des médecins, puisqu'on en vient à ça. Là aussi, c'est cohérent. Priorité donnée à la relation aujourd'hui, dans la question de la formation. 63% des Français estiment qu'il faut d'abord renforcer la relation avec les patients dans la formation des Français, devant les connaissances scientifiques, le travail avec les autres soignants, l'éthique et le numérique. Donc dans un monde de haute technologie, les Français demandent davantage de compétences humaines et relationnelles. Et je rebondis effectivement sur ce qui a été dit et rappelé par le professeur Michaud tout à l'heure. L'IA aujourd'hui, c'est une donnée qui me vient en tête d'autres études. Les Français disent oui à l'IA quand elle assiste un médecin, mais non à l'IA évidemment totalement autonome, que ce soit pour un diagnostic ou de l'opération. Il y a une question de confiance encore qui se crée. On le voit dans la relation avec le patient, mais dans la confiance entre l'humain-médecin à l'égard des médecins de par les patients. Voilà pour ces quelques éléments. Merci beaucoup Adrien Broche, très éclairant. Nous accueillons maintenant Atika Bokhari, président de ISNAR IMG. Un commentaire peut-être, Francis Michaud. Oui, très volontiers. Je trouve ça, il est là, très réconfortant ce sondage, parce que finalement, il montre bien ce que nous pensons, mais depuis longtemps du coup, c'est que l'objectif de notre profession de médecin, c'est de trouver le bon équilibre, la réelle harmonie entre le bien traitant et le bien traité. Voilà, nous réagissons en scientifique en privilégiant le bien traité, puisque c'est une démarche purement scientifique, et le patient nous oppose à cela une bien traitance, c'est-à-dire une démarche qui est un acte de foi, qui est un acte de confiance du patient vers le médecin. Et donc c'est tout l'enjeu pour nous, tout l'enjeu, c'est justement d'arriver à bien équilibrer le bien traité qui est la réponse scientifique avec le bien traitant qui est la demande du patient vis-à-vis du thérapeute et du médecin en qui il a confiance. Et donc ça passe, c'est parfait, ça passe effectivement par considérer le patient comme un être humain et non pas comme un objet, parce que la médecine n'est pas un commerce et le malade n'est pas une marchandise. Donc c'est vraiment rester dans l'humain vis-à-vis des médecins. Et ça, effectivement, à la fois le progrès technique, à la fois le souci de la performance technique des plus jeunes médecins, et puis l'invasion de l'IA et du numérique, tout cela fait qu'ils tentent à perdre cette dimension humaine sur laquelle nous insistons infiniment à l'Académie parce que nous la considérons comme primordiale. Donc, prendre en compte l'importance de la dimension humaine
réaliser que le patient est devenu un acteur de sa santé, non pas un objet à qui on dit il faut faire ça, non. Ça veut dire qu'il y a un échange, une littératie, pour reprendre ce qu'on disait précédemment, et puis faire en sorte que le médecin tienne compte de cela, soit capable de faire comprendre à son patient et de lui faire partager une décision qui le concerne directement. Merci. Atika Bokhari, heureux de vous rencontrer, de vous retrouver. Vous êtes, je le rappelle, la présidente de l'IMG, un dialogue avec nos invités. Oui, merci beaucoup de me recevoir. J'ai beaucoup apprécié les discussions jusque-là, surtout parce qu'on parlait de territoire, on parlait de décentralisation. Moi, en tant qu'interne de médecine générale et futur médecin généraliste, je suis particulièrement sensible à ça. On a déjà fait l'écart entre l'innovation et les recherches fondamentales ou les recherches innovatives. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut parler de la différence entre l'innovation et quand on parle de laboratoire, et après de recherche populationnelle dans les territoires plus épidémiologiques? Est-ce que pour vous, c'est aussi une étape qui est nécessaire pour qu'on puisse justement être pertinent dans nos soins de ville, par exemple? Jean-François Delfrécy. Oui, la réponse est oui. Dans l'organisation de la recherche, qui est compliquée en France, indépendamment des aspects de budget qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a maintenant des agences de programmation qui sont censées, je dirais, avoir une vision un peu plus globale. Et il y a une agence de programmation santé qui est pilotée par l'INSERM et qui, pour la première fois, je l'évoquais, part sur de grands consortiums pour répondre à des questions que pose la société. Et en particulier, il y a un consortium sur la prévention là, qui est en train de se mettre en route. Donc on rejoint bien quand même, d'où qu'on aille, ce sujet de la prévention vient bien au cœur du débat. Et c'est bien, parce que si on veut le faire avancer, on a besoin d'être multifacette. Il y a un message autour de l'enfance, et on rejoint bien autour des jeunes, et en particulier de ce qui se passe aussi dans les territoires. Et donc c'est ce sujet à la fois des besoins de la société, comment la recherche en sciences humaines et sociales, qui est aussi de la recherche, ne l'oublions pas, la recherche n'est pas que fondamentale, et là est indispensable, mais aussi avec en épidémiologie, oui, on a, je pense, en tout cas pour la première fois, je crois vraiment en France, cette vision de répondre à des grands sujets de société, et en particulier sur les territoires. Un autre commentaire, Atika? Oui, on parlait des futurs soignants. C'est assez paradoxal. On s'était interrogé notamment sur la fin de vie, par exemple. On a demandé aux internes de médecine générale ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'ils pensaient avoir une responsabilité? Est-ce qu'ils pensaient avoir un avis à donner? Et en fait, la réponse majoritaire, c'était que ce n'était pas à eux de décider, qu'ils allaient accompagner le patient, et que pour un élément important pour LTE, c'était de ne pas rogner sur la qualité de la recherche et la qualité des soins palliatifs. Donc on a ce côté où la personne qui est en position de soignante délaisse certaines responsabilités. On en donne davantage aux patients, ça équilibre un petit peu les choses. Mais en même temps, on a en face de nous des jeunes médecins qui disent « Mais moi, comment est-ce que je peux être acteur et actrice de comment je vais exercer, de comment vont être mes patients demain? Quel est votre conseil, si ce n'est à travers les pouvoirs publics ?» Francis Michaud. Jean-François, d'accord. Non, c'est difficile de prévoir l'avenir. Ma vision du médecin généraliste elle est un petit peu différente peut-être de ce qu'on entend, mais ce que porte aussi d'ailleurs l'académie. C'est d'abord une formation qui est de plus courte durée, et avec une formation qui est un peu différente, où vous avez une formation qui s'occupe plus des humanités, de bioéthique, mais aussi de vision économique. Il y a très peu de vision économique dans la formation des jeunes médecins. Et après, moi je vois finalement 3 grandes catégories: des médecins qui sont en première ligne et qui n'exercent plus à titre privé, personnel, mais qui sont plus dans des maisons médicales et qui sont des coordonnateurs de soins, qui deviennent des coordonnateurs de soins, avec probablement de nouveaux métiers de la santé. Pour suivre des maladies chroniques, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin tout le temps d'un médecin. Et il y a pour faire de la prévention en population, on n'a pas besoin d'avoir fait 7 ou 8 ans d'études de médecine. Il y a des nouveaux métiers de prévention, c'est ce qui se fait dans les pays du nord de l'Europe. Donc, et le médecin, au sein de son territoire, doit devenir une sorte de coordonnateur de l'ensemble des sujets. Et ce qui n'empêche pas, le médecin de famille tel qu'on l'a vécu, c'est
qui était une très belle histoire, mais elle est derrière nous. Enfin, voyons les choses en face. Elle est en grande partie derrière nous. Et donc, c'est ce nouveau rôle qui est difficile à trouver, mais qui va se trouver. Puis alors, on a de l'autre côté les hyper spécialistes des CHU qui vont rester parce qu'il y a l'innovation et voilà, ils sont là pour ça. Et puis, il y a cette interface sur maladie chronique où il doit y avoir des ponts qui doivent s'établir entre ce qui est, je dirais, la médecine de premier recours et un rôle également des CHU qui finalement, des grandes structures hospitalières qui ont délaissé un peu ce problème des maladies chroniques en le laissant à l'extérieur, alors qu'il faut qu'ils reprennent la main là-dessus sur une forme d'organisation. Et puis au milieu, entre ces deux extrêmes, il y a bien sûr toute une médecine, je dirais, privée, entre guillemets, en particulier des spécialistes de certaines spécialités. C'est là où ça bloque le plus dans l'accès aux soins, d'ailleurs, en ce moment, sur l'ophtalmo, sur la dermato, sur ce type de sujet, où là, il faut qu'on arrive à construire quelque chose d'un peu intelligent. Voilà ma vision, moi, c'est-à-dire avec ces trois parties, et il faut qu'on arrive à les faire travailler ensemble, en particulier beaucoup plus sur ce phénomène des maladies chroniques, qui représente, je vous rappelle, pratiquement 60% du budget de la santé, hein, quand même. Hein. C'est considérable que le dialogue entre les structures hospitalières et ces médecins de première ligne puisse se faire dans de meilleures conditions sous forme de réseau. Nous prolongeons cet entretien avec maintenant Gaëtan Casanova. Merci. Merci Etika. Merci évidemment à tous les deux pour ces propos passionnants. Donc j'avais deux questions, mais je vais en poser une qui probablement peut-être un peu plus pour vous, professeur. C'est concernant, on a parlé un tout petit peu de l'IA. Professeurs, ils sont tous les deux professeurs. Mais, le professeur Michaud. Oui, c'est vrai que ça ne se voit pas à la caméra. Donc plus au président de l'Académie de médecine, bien que ça puisse s'adresser aux deux. On a parlé un peu de l'IA. L'idée pour moi, c'est évidemment de la considérer comme un outil, ce qui est certain. Mais la question que je me posais, c'est qu'on sait que c'est un outil qui est en train de transformer profondément la pratique médicale, c'est évident. Je me demandais si ce n'était pas une opportunité, vu les discussions qu'on a eues sur le fait de se recentrer, sur la prévention, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, la formation actuelle, elle est basée sur l'accumulation de connaissances, leur restitution, et tout un tas de processus intellectuels qui s'appliquent très bien à un raisonnement informatique ou par intelligence artificielle. Ce qui fait dire que cette monopolisation mentale et intellectuelle, elle peut être en partie remplacée, palliée, aidée par un outil. Et donc, ce temps libéré, il peut être utilisé autrement. Donc, pour moi, la question, elle est simple, c'est de dire le médecin de demain, mais ça marche pour tous les soignants, est-ce que vous le voyez plutôt ingénieur, c'est-à-dire c'est créer, manipuler cette technologie-là? Est-ce que vous le voyez plutôt, on l'a dit tout à l'heure, chercheur, c'est-à-dire que le raisonnement clinique, diagnostic est très aidé par l'intelligence artificielle et donc la plus-value absolument indispensable du médecin, c'est dans la recherche, dans tous les aspects prospectifs qu'elle se porte. Et le troisième, c'est est-ce que le médecin, il doit être... c'est un peu bizarre de dire ça, sémiologue, clinicien, c'est-à-dire revenir là-dessus parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle, elle se nourrit des données qu'on lui donne, et les données, qu'est-ce que c'est? C'est les examens paracliniques, mais c'est aussi la clinique. Donc, étonnamment, est-ce que de façon très moderne, on ne reviendrait pas à la qualité de la sémiologie pour être capable d'apporter de bonnes informations? Ils sont bien, hein, nos jeunes médecins. Et on rajoute une quatrième question, est-ce qu'il y en a trop ou pas assez de médecins? Voilà. Je vois la dernière question d'où elle vient. Alors, il y a plein de choses là-dedans. Donc, j'ai 3 minutes. Hein. Ouais. D'abord, je crois beaucoup, enfin, nous croyons beaucoup à l'Académie, à la territorialisation, à l'organisation territoriale des soins. Je crois qu'elle est fondamentale et que le rôle du médecin généraliste, pour compléter ce que disait Jean-François, doit s'inscrire dans une espèce de parcours de soins, de chaîne de la santé qui se constitue autour des territoires de santé. C'est la seule façon, à mon avis, qu'on aura à régler le problème. Et le rôle du médecin généraliste redeviendra essentiel dans cette idée d'organisation territoriale de la santé. Donc ça, je crois que... Et d'ailleurs, ça me paraît admis partout, ça, maintenant, alors qu'on appelle ça CPST, maison de santé, centre de santé maintenant. Bon, peu importe, enfin, l'idée reste la même. Pour répondre à vos différentes questions, je crois que l'IA va rendre service aux médecins.
Ça veut dire qu'il ne faut pas en avoir peur. De toute façon, avoir peur du progrès est une stupidité parce qu'on n'arrête pas le progrès, donc mieux vaut l'accompagner que le subir. Et puis tenter de l'organiser. Donc je pense qu'il va rendre service parce que ça va être son auxiliaire en quelque sorte, dans la mesure où nous pensons que l'intelligence artificielle et le numérique seront une aide pour le médecin et non pas une substitution à l'acte médical ou au rôle du médecin. Il y aura donc toujours besoin et c'est souhaitable, et heureusement d'ailleurs, d'un contrôle, une validation par le médecin. Mais le temps dégagé lui permettra au contraire de consacrer davantage de temps à la relation patient-malade, qui est quand même assez chahutée, bouleversée, esquintée actuellement. Et donc ça revalorisera en même temps l'acte médical. Et nous pensons beaucoup que décharger le médecin d'une multitude d'actes générés par la sous-cotation de la consultation, c'est peut-être un sujet un peu polémique, mais je crois qu'il faut quand même aussi le dire ici, permettra justement de lui dégager du temps, de le revaloriser, et j'espère de revaloriser la consultation, qui est une des conditions du bien-être des médecins, et notamment des médecins généralistes. Et sur le nombre de médecins ? Sur le nombre des médecins, on n'en a jamais eu autant en France qu'aujourd'hui. Donc dire, comme notre ministre, parce que j'ai vu ce qu'elle a dit avant-hier, je crois chez vous d'ailleurs, qu'il fallait davantage de médecins. C'est toujours au contrepoint. Il faudra qu'on en parle avec le ministère, parce que je suis pas sûr que ce soit la seule, on va pas dire la bonne, mais la seule solution en tous les cas. C'est plutôt comment on les répartit sur le territoire, quel est leur rôle. C'est plutôt, il faut avoir une réflexion qualitative plus que quantitative. Jean-François ? Non, c'est un point très important. Moi, je partage la même analyse. Et il faut aussi qu'on ait de plus en plus de ces nouveaux métiers de la santé et qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il faut regarder ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, dans un certain nombre de démocraties européennes. Une fois de plus, le médecin va devenir une sorte de coordinateur au niveau territorial d'un ensemble d'acteurs. Et il faut qu'on construise ce nouveau système de santé autour et avec ces enjeux de prévention en s'appuyant sur ces nouveaux acteurs de santé. Mais pas forcément en formant de plus en plus de médecins qui vont avoir du mal à trouver leur place. Merci Gaëtan Casanova. Dans quelques jours, vous avez déjà commencé à travailler sur les nouveaux états généraux de la bioéthique. Vous êtes déjà d'ailleurs déplacé dans les dom-toms, je crois, très récemment. Quel est le but maintenant en 2026 et quelles sont les échéances, Jean-François Delfraissy? Les états généraux de la bioéthique surviennent avant que se construise une loi de bioéthique. La bioéthique française est construite autour de 3 outils, le Comité national d'éthique, la loi de bioéthique qui survient tous les 7 à 8 ans en général en début de présidentielle, et puis les états généraux qui la précèdent. Les états généraux ont pour objectif d'essayer de ramasser de la pensée, entre guillemets, les réflexions, ce qu'on a fait un peu ce matin d'ailleurs, autour de que pensent les citoyens non pas du système de santé, ce ne sont pas les états généraux de la santé, c'est bien des questions éthiques qui se posent autour de la santé. Et donc, il y a différents outils pour le faire, des débats en région avec les espaces éthiques régionaux, on va organiser 400 débats dans toutes les régions de France. On a les auditions qui sont faites par les membres du CCNE, où on auditionne à la fois les sociétés savantes, les grandes associations, les courants de pensée, les grandes institutions. L'Académie va être auditionnée, la HAS. Et puis, on a un jury citoyen avec le CESE à qui on va poser 2 questions, l'une sur les tests génétiques en population générale et les tests génétiques à vision de prédiction, et puis une seconde sur un sujet qu'on a effleuré, mais qui était autour de nous ce matin, sur ce sujet du juste soin, de la sobriété en médecine, et jusqu'où traiter, et qui est un sujet important qu'on a lancé à la fois avec le CCNE et l'Académie de médecine, et on a un grand débat à l'ANM qui aura lieu début avril sur ce sujet. Donc tout ça va être ramassé ensuite au mois de juin, et on fera un bilan des états généraux. Puis ensuite, le Comité national d'éthique fera un avis au mois de novembre, en s'appuyant à la fois sur ce qui a été dit lors des états généraux, et puis de sa propre réflexion et des avis, qui sera une sorte de boussole pour la construction de la loi. La loi, on a des élections présidentielles en 2027, il n'y aura pas de loi de bioéthique avant 2028. S'il y a une loi de bioéthique, parce que si on a des extrêmes, je ne suis pas sûr qu'il y ait une loi de bioéthique. C'est quand même un des points aussi. Juste pour terminer,
la petite musique autour de ces états généraux, elle est autour de deux notions qu'on a discutées ce matin, qui est autour de l'autonomie, c'est-à-dire la liberté individuelle. J'ai droit à, bon voilà, et puis de solidarité vis-à-vis évidemment des plus fragiles, et on pense toujours bien sûr aux populations les plus fragiles économiquement, mais chacun d'entre nous devient fragile quand il est malade. Hein, c'est-à-dire que la fragilité est quelque chose qui est plus complexe que ce qu'on envisage. Et cette France où on me dit qu'on devient de plus en plus égoïste et que l'aspect autonomie, j'ai droit à, de liberté individuelle domine, moi, je n'en suis pas totalement certain. Je l'ai vécu dans le Covid et où j'ai vu ces jeunes qui passaient ces tests Covid avant d'aller voir leurs grands-parents. Enfin, il y a des tas de signes qui montrent que notre modèle français est encore avec une vision de solidarité. Donc voilà les enjeux. Après, qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui sera dans la loi ? C'est difficile. Tout ce qui aura été préconisé par les citoyens ou les sociétés savantes ne se retrouve pas dans la loi. On est dans un enjeu de démocratie en santé, de démocratie sanitaire, hein, on voit bien la complexité du modèle qu'on a vu sur la réflexion sur la fin de vie, qui partait exactement du même principe, avec des avis d'expertise du CCNE, de l'Académie nationale de médecine, et on voit bien le caractère un peu où ça patine finalement quand on passe au moment du jugement politique, enfin de la décision politique. Donc ce sont des enjeux majeurs parce que je pense, et le sondage va complètement dans ce sens, hein, c'est de dire on manque de réflexion, on manque de débat sur des sujets complexes. Et sur les sujets complexes, je le redis, les Français sont toujours plus intelligents qu'on ne le pense. Merci. Sur ce mot, on termine. Oui, nous voyons bien, Jean-François Delvrécy, l'importance de ces sujets que vous allez traiter. Alors, j'ai une question notamment sur les travaux de la fertilité en particulier. Est-ce que vous avancerez sur... Ce sont des questions qui nous sont posées également par nos téléspectateurs, nos auditeurs. Est-ce que vous avancerez sur le dialogue préimplantatoire des anomalies chromosomiques ? Ça, c'est un sujet, je vois que vous l'avez à peu près cité dans les travaux. Mais est-ce qu'on va avancer ? Vous savez qu'en réalité, il y a beaucoup de femmes qui sont obligées d'aller à l'étranger, notamment en Espagne, dans le cadre de PMA. Est-ce que là, vous allez travailler sur ce sujet ? Et puis, évidemment, sur la fin de vie, peut-être également. Alors, sur la fin de vie, la réponse est non. Les États généraux de 2026 s'inscrivent après tout l'ensemble du débat qui s'est passé sur la fin de vie. Je vous rappelle qu'on est dans la navette parlementaire là en ce moment, entre le deuxième tour au niveau de l'Assemblée nationale, qui aura de nouveau un passage au Sénat, et finalement le tour final à l'Assemblée nationale. Moi, je suis assez optimiste, à vrai dire, sur cette loi de fin de vie. Je pense que nous aurons une loi sur la fin de vie avec ces deux piliers, l'une autour des soins palliatifs et l'autre sur ce sujet extrêmement difficile autour de l'aide active à mourir. Mais on était probablement quand même arrivé à une forme de ligne de crête qui était globalement partagée, pas par tous, mais qui était globalement partagée, et qu'on aura cette loi pour novembre 2026. Donc je suis assez optimiste sur cette loi. Sur les sujets des États généraux, on a les très grands sujets habituels autour de la procréation, du don d'organes, des neurosciences, des choses assez extraordinaires qui sont en train de se passer autour des cellules souches, des organoïdes, des cérébroïdes, enfin des sujets extrêmement durs, où la science là est complètement en première ligne. Et puis on a des sujets bien sûr sur l'IA et santé. Sur santé-environnement, on n'a pas du tout parlé ce matin, mais c'est un sujet majeur qui rejoint le problème de la discussion en prévention. Et puis on a rajouté 3 sujets, comme je vous l'ai indiqué, qui sont un sujet sur la prévention, la première fois, QS notre discussion, un sujet sur le juste soin, et un sujet sur la santé en Outre-mer, parce que nos citoyens d'outre-mer n'ont pas suffisamment la parole, et on l'a vu dans une série de situations où c'est compliqué. Alors pour la procréation, oui, écoutez, on écoute pour l'instant, on auditionne, les débats se passent en région. Il va y avoir des débats sur ce que vous évoquez. Il va y avoir en sachant qu'il y a la dernière loi de bioéthique avait ouvert l'AMP pour les femmes seules et les couples de femmes, qu'on a déjà des discussions évidemment sur la GPA. Quand il y a des discussions sur ce que vous évoquiez aussi, c'est-à-dire, et c'est ce qui fait l'intérêt de la loi de bioéthique, sur ces interfaces, qu'on quitte les thématiques, c'est-à-dire qu'on mélange à la fois les données de qu'est-ce qu'on peut faire sur la procréation, les outils génétiques qu'on a, parce que ça veut dire qu'on fait de la prévention
entre guillemets, possible en séquençant du génome en préimplantatoire, par exemple. Il y a des choses, et je vois bien une communauté de génétique qui est en train doucement de changer là-dessus. Et puis, ça repose également sur les bases de données. Donc oui, tout ça va être discuté, va être auditionné, et on aura le retour de tout ça qui peut aboutir sur un certain nombre de changements dans la future loi de bioéthique. Une question, parce que de calendrier, en fait. Vos travaux s'inscrivent en pré-campagne électorale de 2027. Donc forcément, il y a... forcément, non. Est-ce qu'il y aura utilisation de vos débats, intérêt pour vos débats de la part des chargés de programmes santé des différents partis, et comment vous regardez ce timing calendrier par rapport à vos travaux? Est-ce que vous craignez des récupérations, ou au contraire, vous espérez que ça alimente le débat pré-présidentiel? Et ce sera notre dernière question. Non, j'espère bien sûr que ça alimente le débat pré-présidentiel. On sépare bien ce qui est une réflexion d'un comité national d'éthique et des espaces éthiques régionaux et des citoyens. Et puis ensuite, il y a un temps politique, et le temps politique ira jusqu'à la loi. On a beaucoup hésité à se lancer dans ces états généraux-là maintenant, mais la loi, je obligeais à le faire, puisqu'on doit le faire tous les 5 ans. Et pour dire, enfin, voilà, la démocratie, je terminerai là-dessus, hein, elle repose évidemment sur le vote, mais elle repose, et ça a été très bien dit par le vice-président du Conseil d'État, sur à la fois le droit et la science. Et la bioéthique se situe justement à cette interface entre ces avancées scientifiques majeures dont on a parlé ce matin, qui sont là, qui sont en éruption totale, et puis de l'autre côté, les conséquences sur la société qui elle-même a changé, la société française a changé depuis 20 ans. Donc on est là à l'interface, et je vois, et je suis content de ce sondage, que les Français ressentent ce besoin de pouvoir discuter, de se poser des questions. Où va la science? Merci beaucoup, professeur. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci au professeur Delfraissy, merci au professeur Michaud. Abonnez-vous, likez, partagez cette émission et les précédentes et les suivantes. Merci à nos partenaires, Camurus, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, Care, Via Voice, La Veille, Acteur de Santé, Hortus et Lucie Dezem. Merci à l'équipe, Françoise Millet, Nathalie Rattal et Emmanuel T. Et son équipe. À très vite pour une prochaine émission. Pascal, un dernier mot? Peut-être pour une petite phrase pour la journée, pour bien passer la journée. Avec Renon, ça te va? Avec ça Renon, va, oui, très bien. bon. Alors, la médecine vaut mieux pour les hommes, je rajoute pour les femmes, vaut mieux Oui. pour les hommes et pour les femmes que tous les sacrements. Bonne journée.